Il semblerait qu'il y ait à peu près 15 milliards aujourd'hui d'objets connectés qui se promènent dans la nature. Nos industries, elles se numérisent de plus en plus et finalement, tous les objets qui historiquement, des machines ou autres, étaient peu numériques, le sont de plus en plus. C'est un vrai challenge et d'après les analystes aussi, il semblerait que d'ici 2029 ou 2030, il va y en avoir à peu près 29 milliards. Donc c'est énorme. Si la démarche intellectuelle de la gestion de l'identité elle n'est pas là, on va arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'on sera incapable de les gouverner. Plus tu as de choses que tu ne maîtrises pas et qui vont avoir accès ou qui vont t'aider à avoir accès à de la donnée, c'est quasiment presque par définition une identité que tu ne maîtrises pas. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables Rondes des Experts, l'émission cybersécurité de Risk Intel Media. Ce soir, on va parler du sujet IA-Gène, IA agentique, IoT, comment relever le défi de la gestion des identités non humaines. Et ce soir, on est en partenariat avec Delinea. On a avec nous 3 experts qui vont d'abord se présenter, puis après, on va pouvoir commencer justement les différents échanges. Et je laisse la main à Yves. Bonjour à tous, je suis très content d'être là et d'être invité sur cette thématique, qui est une thématique qui prend pas mal de place aujourd'hui, je pense, dans beaucoup de médias. Donc je m'appelle Yves Vattel, moi je suis en charge aujourd'hui de la direction des ventes en fait pour l'Europe du Sud et l'Europe centrale chez Delinea. Alors tout le monde ne connaît pas Delinea aujourd'hui, on posait la question tout à l'heure, donc on est un acteur très spécialisé dans le domaine du PAM, on est un des leaders en fait du PAM, de la gestion du PAM et de l'IGA. Si vous regardez un petit peu ce que communiquent les différents analystes, on est vraiment en haut à droite par exemple du Gartner, que ce soit sur la partie vision, la partie exécution. Donc c'est une société américaine, on est à peu près 1000 personnes avec une couverture qui est mondiale. On couvre à peu près 130 pays aujourd'hui, donc ce qui est pas mal, on est 1000 employés. On a à peu près 10 000 clients pour vous donner un ordre d'idée. Alors des clients de toute taille, ça peut être... on a 60% par exemple des clients qui sont des clients du Fortune 500. Et on adresse aussi bien des petits clients qui ont parfois juste 10 employés. D'accord ? Donc on a vraiment cette capacité aujourd'hui d'adresser un marché de manière assez globale. Notre mission elle est assez simple, c'est assurer la sécurité de nos clients, bien sûr basée sur l'identité, assurer la conformité et aussi réduire de manière drastique en fait les surfaces d'attaque sur cette partie-là. On intègre dans notre stratégie des 3 piliers qui sont importants, donc c'est l'autorisation, l'authentification, la capacité aussi à amener de la gouvernance en fait dans ces enjeux-là. Comment on le fait ? On le fait avec une plateforme de services qu'on propose aujourd'hui à nos clients, qui est basée notamment sur l'automatisation, qui est basée sur l'IA aujourd'hui, qui intègre la gestion des identités et des privilèges de manière dynamique aussi dans le processus. Donc voilà, globalement, qui on est aujourd'hui chez Delinea. Merci. Anthony ? Bonjour, donc Anthony Di Prima, moi je suis RSSI industriel du groupe Orano. Orano, c'est l'émanation d'Areva, une marque qui a été créée en 2018. On est sur le cycle du combustible du nucléaire, à la fois sur l'extraction de minerais, l'enrichissement, la conversion et puis le recyclage. Voilà, et donc, dans une entreprise comme Orano, le sujet de l'IA est forcément d'actualité, l'IoT d'autant plus. Et évidemment, dans les mondes industriels, on cohabite souvent avec des entités non humaines, donc voilà, on va en parler. Merci Anthony. Cédric ? Enchanté à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis Cédric Voisin, moi je travaille pour une petite société qui a bientôt 13 ans, qui s'appelle Doctolib. On a beaucoup d'enjeux, des enjeux très techniques. On a évidemment, de par notre métier, beaucoup d'attrait pour l'IA parce que c'est vraiment un domaine qui va révolutionner l'industrie médicale, notamment sur tout ce qui est traitement massif de données. Et donc, je suis ravi d'être là pour pouvoir échanger de tous ces sujets avec vous. Eh bien, merci pour cette présentation. Alors, je vais commencer avec quelques chiffres, donc je partage justement à l'écran. Donc, d'ici 2026, plusieurs rapports estiment qu'entre 60 et 70% des identités en entreprise seront non humaines, donc IoT, API, agent IA. Les organisations sont-elles prêtes à basculer ? Et comme on a également des experts qui sont en train de nous suivre, que ce soit en physique avec nous en bas, mais également à distance, j'ai envie de vous poser également cette même question à vous. Selon vous, dans votre organisation, les identités non humaines sont-elles déjà bien suivies et contrôlées ? Alors vous pouvez répondre oui, non, ou ça dépend. Et puis je vais laisser justement les experts nous dire également ce qu'ils en pensent. Qui veut se lancer ? Allez, je vais y aller, parce que du coup, il faut quand même parler un peu de ça. Alors, effectivement, l'avènement surtout de l'agentic fait que
l'augmentation des identités va être assez fulgurante. En revanche, la problématique ne va pas trop changer. On a construit tous nos systèmes informatiques sur des processus de limitation des privilèges, de s'assurer qu'on a des exécutions qui sont bien maîtrisées. Donc finalement, le rapport à l'identité ne va pas changer. La vraie problématique qui va apparaître, c'est que ça va exploser. Alors moi aussi, je suis venu avec quelques chiffres pour poser un peu le décor. Ce que j'ai pu trouver avant de venir, c'est que la plupart des études disent qu'on va avoir un ratio qui va être de l'ordre de 5 pour 1, identité non humaine, identité humaine. Okay. Certaines évoquent même un ratio qui va faire un x100 par rapport aux identités humaines. C'est assez vrai, hein, parce que quand vous regardez un peu ce que permettent les outils aujourd'hui, et notamment l'agentique, c'est vraiment ça la promesse fondamentale de ces outils, c'est d'être capable de déléguer des tâches à des agents plus ou moins autonomes. On en reparlera après, parce qu'on peut quand même les contrôler. Mais du coup, ça va nécessiter effectivement qu'ils portent une identité pour s'assurer qu'on puisse protéger les ressources éventuelles et les contextes qui vont se partager. Alors, ouais, je vais continuer sur la partie chiffres, puisque tu as attaqué sur les parties chiffres. Mais il semblerait qu'il y ait à peu près 15 milliards aujourd'hui d'objets connectés qui se promènent dans la nature. Et je pense que c'est un vrai challenge. Et d'après les analystes aussi, il semblerait que d'ici 2029 ou 2030, il va y en avoir à peu près 29 milliards. Donc c'est énorme. Il y a eu, comme tu le disais, effectivement une explosion, en fait, notamment des objets connectés. Donc ce qui crée un vrai challenge aujourd'hui pour les organisations. Et je pense que la transformation du digital aussi a amené justement de nouvelles surfaces en fait, d'attaque qu'il faut couvrir aussi aujourd'hui. Il y a une prolifération de ces objets connectés, il y a une prolifération aussi des identités qui sont non humaines, donc qui sont produites du fait en fait de cette transformation-là. Et le deuxième point pour moi qui est important aussi, c'est toute la partie aussi développement du cloud, du multi-cloud dans les entreprises, qui favorise encore le développement de cette partie. Pour compléter et pour donner un angle un peu du monde de l'industrie, en fait, nos industries, elles se numérisent de plus en plus. Et finalement, tous les objets qui, historiquement, des machines ou autres, étaient peu numériques, le sont de plus en plus. Donc forcément, on a besoin de connaître ce qui constitue le numérique d'une entreprise. Il y a un continuum qui s'opère entre les environnements industriels et jusqu'au cloud. Et donc, du coup, ça nécessite justement d'identifier, d'authentifier tous les composants parce qu'ils interagissent entre eux. Donc, ça a été évoqué, il faut que ces interactions soient maîtrisées, qu'on puisse le contrôler. Donc, ça nécessite en effet des identités qui sont pour le coup non humaines. Donc, il y a vraiment une explosion liée à ça, en fait. Tout à fait. Alors, pour redéfinir, dites-moi si j'ai bien compris. Donc les identités humaines, c'est les identités classiques, ça va être les comptes des employés, les comptes des prestataires, les comptes des clients, et les identités non humaines, ça va être par exemple une caméra de surveillance, ça a une entrée, donc c'est considéré comme une identité non humaine, ce qui est plus difficile, si je comprends bien, à sécuriser. Par rapport à un compte d'un employé, on maîtrise moins. Je ne dirais pas que c'est pas plus difficile à sécuriser, c'est juste que, comme tu le disais Anthony, il y a tellement d'objets connectés qu'on peut rajouter dans un système d'information ou des objets qui vont permettre de déléguer des tâches qui ne vont pas être gérées par des humains, que si on ne fait pas attention à l'accès que ces objets ou ces entités vont avoir accès à la donnée qui circule dans un système d'information, là on court au-devant de gros dangers. Et donc du coup c'est pour ça que ça devient très important de s'assurer que 100% des objets, des humains, des processus qui vont avoir accès à toute ou partie du SI ou à toute ou partie des datas qui se trouvent dans le SI, qu'on ait ce contrôle sur l'identité, parce que malheureusement pour nous, heureusement pour nous, je ne sais pas comment le dire, une des approches historiques de la sécurité, ça a toujours été de mettre en place le principe du moindre privilège, et pour contrôler ça, il faut qu'on sache qui fait quoi. Et on peut ensuite octroyer des droits, ce qui permet de sécuriser les éléments clés du SI. Alors, pour vous donner donc la réponse du public qui nous suit, je répète la question. Selon vous, dans votre organisation, les identités non humaines sont-elles déjà bien suivies et contrôlées ? On a 12,5% qui vous disent oui, bravo. On a 62,5% qui disent non et 25% qui disent ça dépend. C'est inquiétant les 62% Moi, je dis non. Enfin, je suis désolé, je suis peut-être un peu tranché pour ça. Alors pourquoi ? Parce que comme j'ai une visibilité aussi sur plusieurs pays et j'ai un angle de vision qui est un petit peu large, on a beaucoup aujourd'hui de clients qui reviennent vers nous, qui ont besoin en fait de prendre le contrôle ou de reprendre le contrôle de leurs identités. Pourquoi ? Parce que globalement, les systèmes qui étaient mis en place auparavant répondaient à certains cas d'usage avec l'avancée de la technologie d'il y a 10 ans, d'il y a 8 ans, etc.
Aujourd'hui, j'ai des clients, par exemple, qui lancent des RFP, qui sont en train de refondre globalement leur bastion, leur vault, etc. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça ne répond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Ça ne répond plus aux enjeux en fait, du contrôle, par exemple, des identités qui sont non humaines. Auparavant, c'était assez facile en fait, de gérer les identités humaines. Pourquoi ? Parce qu'on avait des IT admins qui avaient accès à des systèmes. Globalement, ils accédaient aux data centers, etc. C'était plutôt centralisé et pas très, j'allais dire pas très complexe. Si, c'était complexe, mais moins difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez des milliers d'identités à gérer, qui sont des identités générées par l'IA, par exemple agentique, etc., on n'a pas tout automatisé, on n'a pas eu cette capacité non plus à tout gérer. Donc on gérait ça plutôt de manière manuelle auparavant. Aujourd'hui, la donne, elle change. Donc on a d'autres enjeux en fait qui arrivent et qui sont différents. Et vous, ça vous choque les chiffres que je vous ai donnés ? Moi, j'en ai des plus pessimistes, parce que du coup, je me doutais que tu allais la poser, celle-ci. Moi, j'ai 38% des organisations pensent qu'elles n'ont pas une visibilité suffisante sur les identités. C'est les mêmes chiffres. 20% qui ont des processus inadéquats pour gérer leurs identités. Et là où c'est vraiment le plus drôle, c'est 83% pensent qu'elles ont une gouvernance défaillante de leurs identités. Ah oui. En fait, le fondamental, c'est un sujet de gouvernance, en fait. C'est de savoir cartographier, d'identifier au bon moment. Justement, lorsque ces identités, elles émergent, et elles vont être mises en jeu en fait, dans le SI. En fait. Et c'est cette activité-là qui est compliquée quand on commence à intégrer des solutions, des produits et des équipements. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être en capacité de maîtriser. Donc, derrière, finalement, se cache un sujet de la maîtrise de son SI, du shadow IT, et donc derrière, forcément, le shadow identité, quelque part. Mais c'est vraiment un sujet de maîtrise du SI, d'avoir les mécanismes de gouvernance pour vraiment contrôler en fait, finalement la prolifération des objets, des entités, des services et des comptes qui vont être associés à tout ça en fait. Alors je suis peut-être un peu pessimiste, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment réaliste de dire qu'on est capable de cartographier toutes les identités, dans la mesure où j'ai le sentiment, en regardant un peu le sujet, que finalement c'est très lié aux évolutions technologiques. En gros, on a des évolutions technologiques qui arrivent et des nouvelles identités qui se créent du coup, qui sont liées à ces nouvelles arrivées technologiques, mais ça avance tellement vite qu'à chaque fois on doit remettre en place des politiques et cartographier. Du coup, est-ce qu'on arrive, c'est réalisable, enfin réaliste de se dire qu'on arriverait potentiellement à tout cartographier ? Avec les technologies d'aujourd'hui, à mon avis, oui, c'est le cas. Après, il faut aussi les moyens de le faire, il faut les ressources aussi pour gérer, etc. Donc c'est moins évident. Je pense que la première étape, c'est vraiment de comprendre ce qu'on a en fait chez soi, en fait, dans l'organisation. Parce qu'il y a beaucoup en fait de comptes de services qui circulent, par exemple, qui sont toujours actifs, dont on n'a pas révoqué les droits ni quoi que ce soit, et qui peuvent être aussi des failles de sécurité importantes. Alors c'est le cas des robots RPA, etc. Enfin, pas mal d'outils comme ça qu'on utilise, quoi. Alors, je vais vous donner un commentaire. Donc, on a une remarque de Vasco qui dit les identités non humaines ne doivent pas être cantonnées aux seuls objets matériels. Tout objet logiciel, un processus applicatif et ou système émettent ou reçoivent une transition technologique est une identité non humaine, qu'elle soit bien ou mal gérée. Non, mais c'est tout à fait juste. Et historiquement, les comptes de service, des comptes techniques, c'est une identité. Enfin, il y a un rôle, il y a un profil, il y a des droits associés en fait. Et donc tout ce qu'on met en œuvre au sein de son SI, dès lors qu'il y a des services, dès lors qu'il y a un besoin d'accéder à de la donnée ou à une interface, en fait, il faut que derrière, on puisse présenter une identité, comme l'a dit tout à l'heure Cédric, pour justifier finalement le fait qu'on va autoriser à cette personne qu'elle ait bien le droit d'entrer. Et cette personne, quand on est un humain, c'est pareil, on va contrôler ses droits, mais quand c'est un service, c'est pareil. Donc oui, bien sûr, c'est pas quand on n'est qu'à des objets, de l'IoT évidemment, mais là on parle aussi des comptes de service et puis des agents IA, bien sûr. Alors, il faut avoir les capacités de les cartographier, enfin de faire un inventaire en fait de tous ces comptes, humains, non humains, bien entendu. Je pense que la problématique qu'on a aussi avec les comptes qui sont non humains aujourd'hui, c'est qu'il y a deux facteurs qui jouent. C'est qu'il faut être en capacité de gérer en fait les accès et les droits de ces comptes-là à la volée de manière extrêmement rapide. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour moi, c'est la volumétrie en fait de ces comptes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations. Alors tout dépend aussi du profil des organisations qu'on peut avoir. Si vous êtes une société qui fait du logiciel, par exemple, il y a beaucoup de DevOps, etc. Donc là, les comptes non humains vont peut-être être plus importants qu'une société qui a moins de personnel technologique en fait pour gérer l'activité.
D'accord. Alors, pour revenir justement sur la définition, on en a parlé rapidement tout à l'heure de l'IoT, est-ce qu'on peut redéfinir l'IoT? Puisqu'en fait, j'ai l'impression qu'en fonction des entreprises, on va avoir une définition différente. Alors, je vais me lancer sur le sujet. En fait, l'IoT, donc Internet of Things, donc l'Internet des objets, globalement, les définitions, on en trouve un certain nombre, mais ça va être en effet un ensemble d'objets, d'entités, alors physiques, ça peut être virtuel, mais c'est surtout des objets physiques, qui vont avoir une capacité de capter de l'information, de la transmettre, parfois même d'être en capacité de faire des traitements. Cet objet, il est généralement connecté au travers souvent de l'Internet, mais ça peut être aussi sur des réseaux privés, donc voilà, donc, par extension, ça marche aussi. Et puis, on va créer des réseaux, on va capter de la donnée, on va pouvoir la traiter au travers de plateformes. Donc globalement, c'est ça l'IoT. Alors, il y a des définitions qui plus récentes, où justement, on renvoie à l'IoT à un objet qui va avoir une identité, et qui parfois même peut avoir une personnalité aussi. Qu'est-ce qu'on entend par personnalité? Personnalité, c'est-à-dire que... c'est un objet qui gueule parfois. Mais non, mais franchement, c'est un institut européen qui parle de ça, en fait, qui dit que ça peut être des objets qui vont être à la fois physiques et virtuels, et cette personnalité, elle va se traduire par des caractéristiques qui lui sont propres. Un objet peut être autonome, ça peut être ce qu'on appelle un AGV, un Automatic Guided Vehicle, qui va se mouvoir dans un environnement. En fait, par ses caractéristiques en fait, et sa capacité à opérer dans un environnement, va lui conférer quelque part une certaine personnalité. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les définitions évoluent. Fondamentalement, quand on revient au monde industriel, et j'essaie toujours de faire ce rapprochement-là, l'IoT, dans le monde industriel, c'est quelque chose de pas très nouveau. Les anciens appellent ça l'instrumentation, en fait. La capacité à capter de la donnée, qu'elle soit sur du filaire ou du sans fil, c'est de l'instrument. Bon. Mais aujourd'hui, on a l'IoT de grande consommation, où là, on a vraiment les objets où, en fait, c'est l'Internet of Everything, le frigo, la montre, ce genre de choses. Et là, derrière, il y a besoin d'une identité pour gérer cet objet, parce qu'il va accéder lui-même à des services, à des données du propriétaire, et peut exposer le propriétaire, en fait. Donc voilà, globalement, l'IoT, en fait, ça peut prendre plusieurs formes. Dans le monde industriel, dans le monde des entreprises, l'IoT, c'est on capte de l'info, on la traite. Ça peut être aussi des objets qui peuvent avoir des capacités de traitement et une intelligence aussi, quelque part. Après, on a des usages qui sont très différents en fonction des industries dans lesquelles on se trouve. Enfin, si on vous compare tous les deux, par exemple, oui. c'est deux activités qui sont complètement aux antipodes, je pense, quelque part. Et tes cas d'usage ne vont pas être les siens, quoi. Donc, moi, j'ai pas d'IoT. Pas d'IoT à du part tout. peut-être quelques caméras connectées dans les bureaux, mais ça va se limiter à ça. Mais moi, les identités non humaines, ça va plutôt être des API, des processus, des logiciels. Effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques. Le fond du traitement de la problématique va être relativement similaire, en tout cas l'approche, mais oui, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Après, les enjeux sont différents en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve, quoi. Si on regarde... je ne suis pas un grand retailer, et il va connecter des scanners, des caisses enregistreuses, des choses comme ça. Dans le monde de la santé, on va avoir des pousse-seringues électroniques. Donc là, on va toucher aussi à la santé du malade. On va toucher à des aspects un petit peu vitaux. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, quoi. D'où la nécessité aussi de sécuriser davantage certains éléments. Alors on a Stéphane justement qui rebondit en disant l'IoT se définit aussi par des objets autonomes en énergie, ce qui implique des contraintes sur la capacité de calcul avec des impacts sécurité, comme un chiffrement limité. Alors, j'avais une question sur les entreprises qui sont en cloud native. Est-ce qu'elles sont plus aptes, justement, et mieux préparées à faire face à ce basculement? Ça, je peux peut-être en parler un peu, pour le coup, parce que c'est vraiment le cas de Doctolib. Une réponse courte, ça serait oui, parce qu'en en fait, on n'a pas le legacy d'autres structures, et donc, du coup, on n'embarque pas un système qui a de la dette qu'on n'a jamais réussi à traiter pour des raisons opérationnelles, des raisons de maintien en conditions opérationnelles, des raisons de disponibilité. Et donc du coup, on a, c'est pas méchant de dire ça, mais on a moins de retard technologique, je vais le dire comme ça pour pas dire pas, par rapport à des entreprises plus classiques. En revanche, on est confronté à d'autres problématiques. On a beaucoup d'avantages parce que c'est très facile pour nous de déployer des solutions Zero Trust, des orchestrateurs, des gateways API, parce que par définition, c'est comme ça qu'on construit nos environnements cloud. En revanche, là où on a un gros désavantage par rapport typiquement à ton système d'information, c'est que nous, les identités se multiplient sur des facteurs qui sont de l'ordre de dizaines de milliers, là où on a peut-être des centaines ou des milliers en termes de ratio. Donc,
pour nous, c'est ça l'enjeu. Et on en parlait tout à l'heure quand on préparait l'émission. On a, je pense, un catalogue d'outils qui est vraiment pensé pour consommer tout ce qui est API natifs qui sont fournis par les cloud providers. Ça nous aide beaucoup. Néanmoins, si on ne prend pas, et c'est vrai ça pour tous les SI, que ce soit des SI on-prem ou des SI historiques ou des SI qui sont 100% cloud, si la démarche intellectuelle de la gestion de l'identité elle n'est pas là, on va arriver au même résultat, c'est-à-dire qu'on sera incapable de les gouverner. Et c'est d'autant plus vrai pour nous qu'elles se multiplient sur des facteurs qui sont beaucoup plus grands. Moi, je pense que les entreprises cloud natives, elles ont un avantage parce que je dirais qu'elles mettent déjà en place des architectures un petit peu de dernière génération aussi, donc basées sur des microservices, par exemple, des choses comme ça. Donc, elles ont déjà la capacité à gérer toute la partie container, la partie DevSecOps ou des choses comme ça. On parle même, pas que du DevSecOps, mais de l'IA DevSecOps, en plus de ça aujourd'hui. Donc, c'est des processus qui sont déjà intégrés. Elles ont déjà cette expérience-là à un moment donné. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'elles soient au niveau, justement, sur tous les aspects sécuritaires, qu'elles gèrent vraiment les différentes parties en fait, qui sont importantes dans leur activité pour être très sécurisées, quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles de contrôle sur les identités humaines et non humaines, ou c'est deux modèles, enfin, il faut créer un nouveau modèle? L'approche théorique, ça doit être la même. Ouais. Dans les faits, la réalisation sera différente. Mais la méthodologie de gestion de l'identité, c'est vraiment, vous voulez donner accès à un humain, un processus, un IoT, ce que vous voulez, à une partie de votre système, il faut que vous sachiez limiter son accès juste pour les besoins de son action, être capable de contrôler son identité, être capable de la contrôler à intervalles réguliers, être capable de la révoquer si vous voyez des alertes ou des comportements anormaux, de la faire évoluer si jamais le système qui lui est attaché a besoin d'évoluer, etc. Donc vraiment l'approche pour moi elle est identique. C'est juste la manière de la mise en œuvre va être différente parce qu'on ne bénéficie pas nécessairement des mêmes outils. C'est surtout que le cycle de vie en fait de l'entité qui se cache derrière l'identité n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il arrive dans l'entreprise, on lui crée un compte, puis il va être supprimé lorsqu'il va démissionner, ou quand il va partir de l'entreprise. Parfois pas. Mais... Ou pas. Et donc le cycle de vie va être différent là où en effet le développement, lorsqu'on a des plateformes, du cloud, des multitudes de services, d'API et autres, où là les identités non humaines prolifèrent à une vitesse grand V. En fait, il faut que justement les outils de maîtrise eux-mêmes soient adaptés pour justement gérer en fait la masse et la masse de demandes, de requêtes et surtout l'environnement qui évolue en permanence en fait. Donc du coup, il faut avoir une posture assez dynamique. Alors, je dis pas que sur la partie utilisateur, il faut pas le faire en effet, mais d'autant plus sur les identités humaines, avoir une approche dynamique basée sur des analyses très poussées. Le just-in-time, le just-enough, là, on rejoint ce type de mécanisme à implémenter pour justement limiter les dérives que pourrait avoir justement un compte ou une identité non humaine et à avoir des dérives sur le SI et des impacts forts en fait, si c'était pas bien maîtrisé en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Parfait. Non, c'est important, mais après, je plaisante, mais je voulais rajouter un point aussi, c'est la partie découverte aussi, c'est le compte qui est la partie inventaire qui est importante. Il faut le faire de manière aussi systématique. Donc il faut faire vraiment une découverte en fait en continu de ces comptes non humains, que ce soit sur un environnement on-prem ou que ce soit sur un environnement cloud. Et je pense que là, aujourd'hui, toutes les organisations ne sont pas encore prêtes et n'ont pas non plus la maîtrise de l'environnement de manière globale. Après, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faille limiter en fait les interactions. Donc, tu parlais du just-in-time privilège, par exemple, just-enough, etc. C'est toi. Pardon, oui, c'est toi, excuse-moi. Donc oui, ça c'est super important. Je pense qu'il faut le mettre en place. Et le dernier point aussi, c'est éviter d'avoir des privilèges permanents. Donc laisser vraiment des comptes un petit peu dans la nature qui ont des niveaux de privilèges qui sont élevés ou qui peuvent accéder à des systèmes avec des niveaux de privilèges élevés, ce qui peut créer une faille aussi importante. Ouais. Alors, j'ai beaucoup entendu parler du fait que la grande bataille justement de la cybersécurité, ça va devenir les identités. Est-ce que c'est vrai ou c'est exagéré? Moi, je suis convaincu, je travaille dedans. Donc j'ai opté pour une société qui est vraiment spécialisée dedans. Je pense que oui, parce que c'est... quelque part, l'identité, c'est un point commun qu'on va retrouver en fait à différentes parties du SI.
Alors dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais ça va toucher vraiment à toutes les parties, que ce soit l'outil, l'IoT, etc. On va toucher au réseau, on va toucher vraiment à différents aspects. Donc c'est un domaine qui est vraiment transverse et qu'on doit vraiment mieux maîtriser aujourd'hui. Après, il y a des signes sur le marché qui le disent aussi, parce que bon, vous pouvez voir ce qui se passe un petit peu en termes de mouvement dans les sociétés. On a notre concurrent principal qui a été racheté dernièrement par une grosse société, Palo Alto en l'occurrence. Si quelqu'un comme Palo Alto aujourd'hui s'intéresse à une boîte très spécialisée dans la partie identité, c'est parce qu'il y a des progrès à faire sur ce domaine-là. Enfin, après, c'est mon avis perso. Ouais. Moi, je vais être un peu plus critique. Enfin, pas critique, plus schizophrène que toi là sur la réponse. En fait, moi, je serais tenté de dire non parce que ça devrait déjà être depuis longtemps la priorité de beaucoup de boîtes. Surtout quand on regarde Il y a ce un qui se passe. commentaire comme ça qui le disait au début. Il dit, je ne comprends pas pourquoi c'est pas la priorité. Voilà, donc ce qui est assez rigolo dans notre milieu, c'est que c'est un peu comme la mode, c'est toujours un éternel recommencement de choses qu'on a au fil du temps oubliées. Mais alors oui, évidemment, avec l'augmentation qu'on va connaître dans les mois, les années à venir, vu la révolution que va amener l'IA dans les systèmes d'information, c'est certain que les gens qui n'y sont pas, qui pensent ne pas encore être au niveau, alors oui, l'effort pour se mettre au niveau, il va être beaucoup plus conséquent que si ça avait été un processus qui est récurrent. C'est pour ça que je dis que la réponse, elle est un peu schizophrène, parce que la théorie voudrait que toute entité qui se dote d'une posture cyber digne de ce nom devrait déjà être sur ce chemin-là. C'est pas forcément un chemin facile, parce qu'encore une fois, la croissance risque d'être exponentielle. Et donc, du coup, en termes d'impact sur les organisations, ça peut être lourd. Mais si les gens ne prennent conscience que maintenant, juste parce que l'IA va impacter très fortement les processus métiers, la manière dont on travaille, je pense que là, ça devient dangereux. Après, pour revenir sur la question du positionnement de l'identité dans le sujet cybersécurité, en fait, il est clé et il faut rendre hommage en fait à la thématique et aux experts du domaine et aux solutions, parce que, comme ça a été évoqué, c'est quelque chose de très transverse. C'est tout de suite très visible vis-à-vis de plein de parties prenantes dans l'entreprise. Typiquement, on va utiliser la gestion des identités pour les clients, donc du coup les équipes marketing et autres, elles vont avoir un intérêt à ce que le service autour d'identité fonctionne correctement. Les identités, ça va être un sujet quand on va, je sais pas, se faire auditer par les CAC, on a un vrai sujet. Le CISO, lui, son problématique, c'est la bonne gestion des identités. En fait, l'identité peut cristalliser beaucoup de choses dans l'entreprise. Et souvent, on a vu des grands programmes de déploiement de solutions autour de l'identité se casser la figure, parce que justement, ça implique beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes, parce que c'est un sujet très complexe. Ouais. Et pour autant, finalement, toute la cyber, je le dis, hein, je pense que toute la cyber repose sur ce sujet-là, en fait. Sans une bonne gestion d'identité, il y a quand même beaucoup de choses qui s'effondrent, et avec des impacts pour beaucoup d'acteurs dans une entreprise, en fait. Okay. Moi, je serais un peu moins tranché sur ce fait que ça repose que sur l'identité, mais oui, tu as raison, c'est un quand même un pilier, quoi. Ouais, oui, évidemment, c'est une des fondations qu'il faut... Si on revient aux fondamentaux de l'identité, bon, si on parle très, très basique, une centralisation d'identité dans un AD, c'est quand même un cœur... voilà. C'est pour ça que si on l'étend, c'est un éternel recommencement, à tout ce que les nouvelles technos ont apporté, par extension, bah oui, ça en fait des mini-bastions qu'il faut bien maîtriser, en fait. Et moi, j'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que la question de la gestion des identités, effectivement, n'est pas quelque chose qui devrait être nouveau en termes de prise de conscience, si je comprends bien, mais qu'avec l'arrivée de l'IA, il y en a qui sont un peu en train de se réveiller, c'est ça? Oui. Et donc, du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses, ou est-ce que vous tous, est-ce que vous pensez que dans les années qui vont venir, on va avoir en fait des chemins qui vont se séparer, un peu comme pour le télétravail, quand on a eu pour le Covid, entre ceux qui étaient préparés et ceux qui ne l'étaient pas, donc entre ceux qui ont pris la question de la gestion des identités et ceux qui sont en train de se réveiller aujourd'hui avec l'IA, et on va avoir un petit fossé peut-être qui va se creuser? Alors, ouais, la réponse à cette question, elle risque d'être assez compliquée, puisqu'en fait, tu vas avoir, il y a plusieurs facteurs qui vont te créer plusieurs branches. On en parlait tout à l'heure avec Anthony. Tu as des structures qui vont assez facilement, pour pas dire nativement, adopter tous les outils qu'on va leur proposer à base d'IA. Celles-ci, si elles ne sont pas protégées ou qu'elles n'ont pas cette culture
cyber qui leur permettrait de gérer bien les identités, ça risque d'être assez compliqué pour elles dans un futur qui va être peut-être pas très éloigné d'aujourd'hui. Tu as de l'autre côté, pour toujours ces mêmes identités, ces mêmes entités, celles qui ont déjà une bonne maturité cyber et qui vont pouvoir adopter dans des conditions beaucoup plus sécuritaires ce chemin-là. Et finalement, l'effort pour arriver au niveau qu'elles ont aujourd'hui en ayant introduit des systèmes agentiques, par exemple, il va être beaucoup moindre. Et après, tu peux prendre l'autre, carrément à l'opposé du spectre, tu as des sociétés qui sont très régulées ou qui ont des enjeux de propriété intellectuelle qui va freiner très fortement l'adoption de l'IA. Celles-ci risquent d'être assez vigilantes parce que leur cœur métier ou le système tellement régulé leur impose ce formalisme-là. Et tu as aussi toujours, dans ce cadre-là, les mauvais élèves. Ils sont quand même régulés, mais ils vont quand même faire des bêtises. Je ne sais pas s'il parle de mon entreprise, là, Orano. Non, oui. pas spécialement. Non, mais c'est sûr, c'est l'adoption de ce type de techno dans des environnements, dans des entreprises qui sont soumises à des réglementations ou à des environnements sensibles. Ça doit se faire avec une certaine maîtrise. Donc, en fait, l'avancement du sujet se fait à un certain rythme. Mais on doit être certain de la manière dont on va déployer tout ça, en fait. Alors, évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais oui, il faut qu'on soit vigilant. Alors, je vais vous partager. Vas-y, Yves, après je pense que, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je pense que la problématique, c'est qu'il y a déjà un gap à couvrir pour certaines organisations aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas la maturité de mise en œuvre de ce type d'outils, justement, pour pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc, ils ont déjà un train de retard, d'accord ? Et là, avec ce qui vient maintenant en termes d'IA, de gestion de l'IA, et notamment la partie IA agentique, je pense que l'écart va se crever encore davantage. Donc si le niveau de maturité n'est pas un peu plus élevé, et si on n'arrive pas à le rattraper assez rapidement, en mettant les bons processus en place, en mettant les bonnes solutions, type du PAM, etc., je pense que l'écart va être encore plus grand dans l'avenir. Et ces sociétés-là vont avoir vraiment un gap technologique à couvrir qui va être assez important. Et je pense qu'il faut que les sociétés et les directions justement des sociétés, les COMEX, etc., aient justement ça à l'esprit aujourd'hui. Parce que certains de ces sujets sont poussés par les COMEX, mais ce n'est pas très souvent. Alors, j'ai un commentaire que je trouve assez intéressant d'un internaute qui dit « Dans un monde où le business est quasi totalement numérique, ne pas maîtriser ses identités numériques, c'est ne pas maîtriser son business. » Et on a une question qui est donc d'Abib qui dit « Lorsqu'on parle de gouvernance de l'identité, on introduit la notion de certification revue de ces derniers. Comment ce processus s'intègre pour les identités non humaines ?» Enfin, il n'y a pas de différence. L'identité non humaine, il faut qu'elle ait un propriétaire en fait. Il y a un responsable toujours derrière en fait, un service. Et donc ce processus de certification doit s'opérer au travers d'activités qui vont venir questionner les propriétaires sur la manière dont eux-mêmes mettent en œuvre des mécanismes de contrôle. Mais pour autant, on peut aussi automatiser un certain nombre de choses et s'assurer que justement on est bien en fait, on va avoir un certain nombre de critères par rapport au compte et autres, et on est capable de vérifier en fait la légitimité du compte et de l'identité. Donc c'est un mix des deux, je pense, entre la notion d'ownership du compte et de l'identité et des mécanismes de contrôle qui sont basés sur un certain nombre de critères pour justement, derrière avec de l'IA, pour justement faciliter ces activités. En fait. Justement, ça rejoint une discussion qu'il y avait entre des internautes qui disaient avec l'IA, on va pouvoir automatiser, justement, pouvoir identifier tout ça. Alors, je vous partage un chiffre. Donc, plus de 80% des connexions de SaaS échappent déjà à l'IT. Donc, plus de 80% des employés utilisent des applications SaaS non approuvées. Est-ce que, justement, l'essor des identités machines va-t-il amplifier le phénomène du shadow identité ? Oui, fatalement. Fatalement, puisque si on revient sur la définition qu'on a donnée au début de l'émission, plus tu as de choses que tu ne maîtrises pas et qui vont avoir accès ou qui vont t'aider à avoir accès à de la donnée, c'est quasiment presque par définition une identité que tu ne maîtrises pas. Tu vois, enfin, on peut prendre des exemples assez simples. Vous êtes en train d'adopter une solution d'IA, mais vous ne l'avez pas mis à l'échelle dans votre entreprise. Qu'est-ce qui empêche un de vos employés, le soir à la maison, d'aller cruncher de la donnée avec son compte ChatGPT? Rien. Presque rien.
Du coup, est-ce que ça justement, ça clash pas un peu avec ce que tu disais par rapport à l'ownership? Parce qu'on ne peut avoir la propriété d'une identité que si on sait qu'elle existe. Mais si on rentre justement dans le Shadow IT ou même le Shadow IA, on se retrouve avec des applications dont on ne connaît même pas l'existence. Oui, mais là, du coup, on est sur des dérives, des dérives comportementales, en fait. Et c'est là où remettre sous contrôle tout ça, c'est aussi l'accompagnement en fait, des utilisateurs, des différents métiers, en fait, et d'avoir cette capacité à aussi proposer des choses. Pourquoi l'utilisateur se tourne vers du SaaS? C'est parce que non approuvé, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé dans le catalogue de l'entreprise la solution qui correspondait. Donc en fait, il faut aussi qu'une DSI, à un moment donné, fasse le chemin vers le business pour éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est compliqué de l'éviter. Il y aura toujours des gens pour faire contourner la règle, des bêtises. Il faut faire avec. Et il faut avoir des mécanismes peut-être de contrôle. Voilà, sur justement l'information, si elle est utilisée dans ChatGPT, comment l'utilisateur a véhiculé cette information. Des choses autour du DLP, ça peut être intéressant, même si l'utilisateur garde dans la tête de l'information qui peut retranscrire sur ChatGPT. Et donc là, il n'y a pas de transfert d'infos. Mais globalement, c'est ce genre de mécanisme qu'il faut mettre en place pour. Moi, j'ai pris cet exemple-là à dessein parce que du coup, c'était un peu provoque. Mais si on veut, c'est vraiment. C'était très provoque parce qu'effectivement, on peut l'empêcher, comme tu dis, mais ça nécessite d'autres processus qui ne sont pas que liés à l'identité. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'identité, oui, c'est ce que tu disais, c'est une des fondations d'une politique de cybersécurité qui est robuste, mais il n'y a pas que ça. Il y a les concepts de défense en profondeur, de chiffrement de la donnée, de surveillance de l'exfiltration de données. Et puis, comme tu le disais aussi, il y a une grosse partie d'acculturation qui est très importante, et plus la DSI ou les DSI vont être proches de leurs utilisateurs et avoir peut-être une approche qui est beaucoup plus produit que ce qu'elles ont historiquement, se dire quel est le réel besoin de mes utilisateurs? Est-ce que c'est bien le besoin que moi j'ai identifié de remplacer un outil via un RFP, ou est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'autre chose? Cette proximité-là, elle va fortement limiter l'apparition de Shadow IT ou de Shadow AI. Après, je suis assez d'accord avec toi, le pourcentage ne sera jamais à zéro. Peut-être qu'on va tendre vers zéro, mais il y aura toujours yet another shiny tool on the shelf, quoi, c'est sûr. Et le Shadow AI, c'est la même chose que l'IA Phantom? C'est l'équivalent? C'est un peu le parallèle pour moi. D'accord. Pourquoi? Parce que on a des comment on appelle ça? On a des identités fantômes en fait qui se baladent aussi dans les organisations. C'est des identités qui avaient des propriétaires à un moment donné. Les gens parfois peuvent être partis par exemple de l'organisation et on a laissé en fait ces identités-là actives, donc elles n'ont pas été révoquées, il n'y a pas de contrôle dessus et ça reste des identités flottantes quelque part qui ne sont pas ni contrôlées ni sécurisées. Donc je pense que c'est la même chose sur la partie IA aussi, parce qu'on va se retrouver aussi avec des IA aujourd'hui dont on ne va pas contrôler spécifiquement les accès auxquels elles vont avoir sur les systèmes, etc. Elles ne vont pas être répertoriées non plus, et on ne sera pas en capacité de les gérer, quoi. Donc, juste pour compléter, là, on parle d'IA Phantom ou de Shadow AI, ça reste du Shadow IT. C'est un moyen technologique qui a été mis en œuvre de manière, on va dire, un peu cavalière ou cow-boy par un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Et ils ont exploité finalement peut-être parfois des largesses ou des faiblesses dans les règles et les garde-fous qui sont en place dans l'entreprise au niveau du SI, les droits d'accès, la classification de la donnée qui n'est pas là, voilà. Ils exploitent ça et ça finit derrière dans un IA en cloud et autres. Et là, on a en effet une violation de données. Et là, on a de la perte de données. Ouais. Après, il y a des outils spécifiques qu'on peut mettre en place aussi pour justement contrôler un petit peu ce qui se passe, avoir plus de gouvernance. Alors, je ne sais pas si vous les utilisez, mais on peut faire de l'analyse comportementale basée sur de l'IA, par exemple. Donc, il y a des outils automatisés qui permettent de le faire. Alors, on en parlait en émission, mais on utilise des technologies, par exemple chez nous, qui s'appellent l'ITDR ou le KIEM, qui permettent de faire de la détection, de l'analyse, de la remédiation en fait, de problématiques qu'on peut avoir, de menaces sur les identités, notamment dans des environnements multi-cloud. Après, ce qu'il y a aussi comme type d'IT, typiquement, c'est des outils de recording de session
qui permettent de rejouer les sessions, qui permettent d'avoir des heatmaps en fait grâce à l'IA. On peut aller voir directement une séquence qui s'est jouée parce que l'IA a jugé qu'il y avait une problématique spécifique à ce moment-là. Alors, on peut voir si elle est positive ou non, par exemple, mais ça permet de gagner beaucoup de temps en fait dans l'analyse, beaucoup de temps dans la détection des menaces et de prendre les décisions beaucoup plus rapidement. Alors, j'avais une remarque que je ne retrouve pas parce qu'elle était intéressante. Alors, c'est pas grave, c'est bon, je la retrouve, mais sinon, je m'en rappelais. Donc, c'est Philippe qui disait « Les identités non humaines, c'est appliquer les mêmes règles que pour les utilisateurs humains, mais avec encore plus de rigueur, car elles sont massives, invisibles et critiques. » Et il y avait un autre internaute, justement, qui donnait en remarque, qui disait « La différence entre les identités humaines et notamment les identités en IA, c'est que les identités IA ont eu le temps de collecter quand même des informations, là où quand on révoque pour les identités humaines, c'est coupé, et donc enregistrer des informations potentiellement sensibles. Donc là, ça peut devenir une fuite de données, contrairement aux identités humaines. » Alors, justement, on parlait tout à l'heure des agents IA. Si on peut redéfinir un petit peu les agents IA, sachant qu'on comprend qu'elles sont capables d'agir seules, alors comment on peut garantir que leurs actions soient traçables, limitées et réversibles? Et je pose également la question au public, pensez-vous que les IA autonomes puissent représenter un danger dans une entreprise? Oui, non, ça dépend. Mais voilà, revenons un petit peu sur les IA qui sont capables d'agir toutes seules. Comment on fait? Alors, moi j'ai bien aimé, parce que tu as partagé un post là très récemment sur un développeur qui a vu tout son code être détruit et l'agent IA qui l'utilisait lui a menti sur ce qui s'est passé. Et là, moi ça me fait penser à... vous allez expliquer à un pyromane qui a mis le feu à une forêt que le problème c'est le briquet et pas le pyromane. En fait, le problème c'est pas la technologie, c'est la manière dont on l'utilise. Et je ne connais pas ce monsieur, je ne vais pas le blâmer, mais pour le coup, c'est un très très mauvais usage de la technologie. À quel moment vous donnez suffisamment de droits à un système que vous rendez autonome pour qu'il soit capable d'aller détruire tout ce qui a de la valeur pour vous? Donc la réponse, est-ce qu'on peut la gouverner? Oui. En revanche, il faut y penser dès le début. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de littérature qui commence à être écrite là-dessus, et notamment pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder ce qu'on appelle le guard railings. Je prends un exemple très très simple. Vous créez un agent qui va être capable, je vais parler de choses que je connais assez bien, qui va être capable de, sur la base de symptômes que vous allez lui décrire, de vous aider à poser un diagnostic. Pas poser un diagnostic, parce que ça reste quand même la responsabilité des médecins, mais vous aider à poser un diagnostic. Si vous ne contrôlez pas ni l'entrée ni la sortie, au bout d'un moment, vous allez avoir des trucs complètement farfelus. Un moyen de le faire, c'est... Vous pouvez laisser cet agent faire à peu près ce qu'il veut, mais vous allez utiliser un autre agent qui a un contexte qui est beaucoup plus réduit, avec une base ou une source d'information qui est vraiment... maîtrisée, connue, vérifiée et immutable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être modifiée par cet agent, et toutes les réponses du premier agent vont devoir être vérifiées par le second. Alors c'est un exemple très très simpliste que je donne. Et une fois que le second agent va avoir validé que la première réponse proposée par l'agent initial est valide, il va faire ce retour au premier et vous allez avoir une réponse qui est de qualité. Le développeur qui a fait du code et qui a laissé un contexte et un champ d'action aussi libre que ça à son agent initialement, bah c'est une grosse bêtise. En fait, mais ce n'est pas la technologie. Ouais, non, mais pour aller plus loin par rapport à ce que tu décris, en fait, dès lors qu'on va avoir un agent IA, et en effet, il faut qu'on lui donne un cadre de fonctionnement, il faut que ce cadre soit limité. Et ça, c'est que l'utilisateur qui va créer cet agent, qui va entraîner cet agent, qui va être capable de définir ce cadre. Et par rapport aux agents spécialisés que tu définis, en fait, il y a déjà des organisations qui mettent en place des mini-orgas d'AI, en fait. On peut avoir un AI DPO, un AI CISO, un AI RH, un AI Ethics. Et en fait, tous ces agents-là vont être mobilisés pour justement aller juger des réponses qui vont être apportées par l'agent, en fait, pour remettre dans le droit chemin. De la même manière qu'on a une organisation réelle d'humains qui, eux, le font dans les process traditionnels en fait, de développement, d'intégration, de déploiement de solutions. Donc oui, ça c'est vraiment des choses qui est nécessaire de mettre en œuvre, en fait, de juger les entrées et les sorties. Mais la limitation, elle peut se faire à différents niveaux, en fait. Parce que les agents, ils vont cumuler un certain nombre de choses, mais ça va être de la limitation sur le LLM qui est employé derrière, en fait. Alors là, on pourrait décrire toutes les manières de limiter
limiter les agents en faisant du filtering sur du prompt, mais ça suffit pas. Et à un moment donné, par rapport aux aspects un peu critiques que pourrait réaliser comme tâche un agent IA, là, on va peut-être avoir besoin d'avoir un contrôle humain, en fait. Et pas nécessairement tout reposer sur des agents IA, en fait. D'accord. Moi, je pense que l'automatisation elle va être importante là-dedans aussi. Et je pense qu'il faut aussi appliquer les principes du PAM clairement. Enfin, faire de la découverte, de l'inventaire, bien entendu. Être en capacité aussi de faire de la rotation en fait, des credentials de ces agents également. Et appliquer aussi les politiques de just in time, just enough. On ne peut pas les laisser aller se connecter n'importe quoi, n'importe quand, etc. Donc voilà, je pense qu'on peut... on peut mieux cadrer en fait, ces aspects-là en appliquant aussi les principes du PAM. Et sur la partie, parce qu'on évoquait là, on a beaucoup parlé de limitation, restriction, mais il y a la partie traçabilité, c'est important de pouvoir taguer, horodater, et aussi avoir toute l'explication, en fait, tout le raisonnement mené par l'IA pour faire quelque part une espèce de rétro-ingénierie pour comprendre pourquoi il en est arrivé à cette décision qui est mauvaise. Donc ça, c'est un premier point. Et sur la partie, on dit c'est quoi, c'est tracé, limité et réversible. C'était ça. Hein. Ouais. Et en fait, sur la partie réversibilité, bah, en fait, il faut qu'on ait des capacités de retour arrière. Là, l'exemple qui était donné de l'IA qui panique et qui détruit une base de données, bon, bah, est-ce qu'il y avait du versionning? Est-ce que tu avais un backup? Ou du rollback. Avec des mécanismes de rollback. En fait. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en place avant de se lancer là-dedans. Oui, bien sûr. Donc finalement des process. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de littérature, il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi à ça. Pour les gens qui sont familiers de l'OWASP, il y a un top 10 de l'OWASP pour l'utilisation des LLM qui a été publié, qui est vraiment très très intéressant à lire. Et oui, le guardrailing, il y a beaucoup de pratiques. Donc, mais c'est comme pour toutes les technologies en fait. L'IA n'a pas révolutionné l'approche. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une légende urbaine de l'humain va être remplacé par l'IA. C'est faux. L'humain, si on utilise l'IA de manière intelligente, il va avoir des capacités qui vont être décuplées. Mais in fine, on est loin de la science-fiction à la Terminator aujourd'hui. On ne va pas avoir une IA autonome qui va lancer des missiles nucléaires. Si on fait ça, on ne blâmera pas l'IA, c'est nous les débiles. En fait, par rapport à ce que tu dis, je veux dire, là on est en train de se dire qu'il faut mettre un cadre, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire non, si, on va le faire. Donc en fait, mettre de l'IA sur des systèmes d'armes, des drones et autres, ça va arriver en fait. La question, c'est pas de se dire... ça n'arrivera pas. Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Il y a des gens qui auront un intérêt à pouvoir déployer ça de manière massive. Oui, bien sûr. Mais après, encore une fois, je reprends mon exemple du pyromane à qui on dit que c'est la faute du briquet. Il y a un moment, il faut pas jouer la victime quand on a nous-mêmes fait la connerie. Et c'est pas, ça n'induit pas plus de risques. En fait, les risques sont les mêmes. On a toujours les mêmes risques d'accès à de la donnée, de faire des actions malveillantes, etc. La vraie problématique de l'IA, c'est qu'elle a un rapport au temps qui est 10 000, 1 million de fois supérieur à l'humain. Donc elle va être capable de penser à la vitesse d'une machine, là où nous, on est limité par notre système nerveux. Et en fait, la grosse problématique, c'est ça. C'est si c'est pas contrôlé dès le début, il y a tout un nombre d'actions qui peuvent être entreprises par un système qu'on a rendu autonome et qu'on n'a pas circonscrit à un périmètre bien défini, qui peuvent amener à des catastrophes. Ça, c'est certain. Dans vos organisations, est-ce que vous avez déjà mis des politiques spécifiques justement de gestion des IA en place aujourd'hui, en termes de sécu, etc. Et si oui, comment ? En fait, la politique ne va pas tout rattraper. Hein. Non, parce qu'on parle d'un cadre, donc... Ouais, mais le cadre, c'est, si on reprend le cheminement de l'identité, le cadre, c'est le contexte dans lequel on va accepter que l'IA ait tout ou partie d'autonomie. Et on va lui dire, par exemple, j'ai besoin de toi parce que X, et comme source de données, je vais te donner une base de données documentaire, disons ça. Si dans votre base de données réglementaire, il y a tous vos secrets de fabrication et que vous n'avez pas restreint l'accès à cette partie de la base documentaire, vous pouvez être sûr qu'à un moment, si vous n'avez pas protégé votre prompt contre le prompt injection, quelqu'un qui va avoir accès à cet agent et qui va commencer à jouer avec le prompt va pouvoir exfiltrer de la donnée, alors que vous avez donné un accès, vous avez créé une identité, mais vous ne l'avez pas contrôlée suffisamment. Donc l'identité, c'est bien, parce que ça fait une partie du boulot. Restreindre le contexte, c'est une autre partie. Ce que je disais tout à l'heure sur le chaînage des agents, c'est un autre moyen de le faire, etc., etc. Mais encore une fois,
l'approche, c'est toujours la même. Les concepts ne sont pas différents de ceux qu'on connaît. La défense en profondeur, le principe de moindre privilège, avoir une identité qu'on est capable de contrôler, avoir des alertes sur les processus anormaux. Enfin, tout ça, la cyber, on le fait depuis des dizaines d'années déjà. C'est d'accord. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment possible de gouverner une IA qui est capable de générer du code, de créer d'autres identités, d'agir en fait d'elle-même? Est-ce qu'on peut vraiment la En fait, contrôler? reposons la question au regard de ce que vient juste de dire Cédric. Parce qu'en fait, si on dit elle est capable de générer du code, bah, on lui a dit qu'elle Ouais. était capable. On lui a donné la capacité de le faire. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Bah oui, mais dans quel contexte et pour quel type de choses? Donc en fait, l'idée c'est vraiment de vraiment, par exemple, de définir des seuils sur un certain nombre de process. Par exemple, si on dit on a une IA et on va automatiser, je sais pas moi, des virements bancaires, j'en sais rien. On veut automatiser le paiement des salaires d'une entreprise. Et peut-être que l'IA va utiliser le fait que l'utilisateur il communique des informations ou le manager communique des informations qui fait évoluer le salaire. Et du coup, c'est l'IA qui va gérer tout ça. Bon, bah, peut-être qu'il faut limiter un certain nombre de choses pour pas qu'il y ait justement, s'il y a des injections, on ferait, allez, on va mettre 10 000, 15 000, 20 000, bah, peut-être qu'on va limiter en fait les entrées et les sorties. Et c'est un fonctionnement qui ressemble à ce qu'on a dans le monde industriel, parce que dans le monde industriel, on a un procédé. Il est censé fonctionner entre deux valeurs, grand max, le faible, et le min et le max. Dès que ça sort de là, on peut être en dérive et avoir des impacts graves en fait dans le monde pour l'environnement ou pour les hommes sur le terrain. Donc là, on a des mécanismes de sûreté qui viennent par-dessus. Et ben, c'est pareil avec l'IA. Il faut qu'on ait des mécanismes de contrôle des seuils et des agents spécialisés pour limiter en fait les actions. Alors, je vais vous donner la réponse du public par rapport à la question justement que je vous avais posée. Pensez-vous que les IA autonomes puissent représenter un danger dans une entreprise? Alors, vous avez 70% qui répondent oui, 0% qui répondent non et 30% qui répondent ça dépend. Alors moi, je vais faire le 0,001%. 0,001%. On Alors, a peur en fait. Ouais, mais en fait, c'est Ouais, marrant parce que t'as peur de l'inconnu, quoi. C'est donc, vraiment... c'est ça aussi. C'est un inconscient collectif qui pense que l'IA a une conscience. Ça n'a pas de conscience. C'est pas une autonomie au sens humain. C'est l'autonomie qu'on lui octroie. mais est-ce que ça ne peut pas se faire hacker? Parce que Bah, c'est là, en fait, les techniques, on les connaît. En fait, l'IA, vous la prenez, vous la mettez là, elle ne sait rien faire. Mais elle ne sait vraiment rien faire. Elle a accès à une source de données fabuleuse. Vous pouvez l'enrichir avec d'autres sources de données qui vous sont propres. C'est génial. Vous êtes capable d'interagir avec cette IA. Mais encore une fois, il y a une programmatique, je suis désolé, je cherchais le mot en français, c'est assez horrible, mais en gros, vous lui donnez des instructions. C'est pas un système, c'est pas autonome au sens où nous, on l'entend humain. Ça n'a pas de conscience, ce n'est pas intelligent, c'est une très mauvaise traduction. Intelligence, en anglais, ça veut pas dire être intelligent, ça veut dire avoir du renseignement, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Après, oui, en chaînant les différents agents, vous pouvez créer un comportement qui pourrait éventuellement prendre des décisions, mais toujours, encore une fois, sur la base des instructions que vous lui avez données. Là où il faut faire gaffe, c'est qu'effectivement, enchaînant des agents, ça va s'adapter, mais si vous limitez le contexte, l'adaptation va être limitée au contexte que vous avez donné. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un commentaire qui a été posé, je me suis dit, ça c'est pour faire monter l'attention des experts en cybersécurité. Donc, John qui nous raconte, un ami avocat m'explique qu'il s'en foutait que ces données soient aspirées par ChatGPT, puisque si la CIA veut savoir, elle aura tous les moyens de savoir. Les bénéfices en termes de productivité est donc supérieur au risque en termes de fuite de données. Voilà, ça rend votre travail un peu compliqué quand même. Hein. Ben non, mais c'est très juste en fait. Mais encore une fois, l'approche n'a pas changé. C'est quelle appétence on met au risque et quel est le retour sur l'investissement. On ne va pas avoir, typiquement avec Anthony, on en parlait vraiment tout à l'heure, on a des contraintes assez différentes, on a des environnements qui sont réglementés mais de manière différente. L'appétence à certains risques ne va pas du tout être la même. À partir du moment où le risque il est accepté, ça reste quand même un choix d'entreprise, un choix d'un RSSI que de dire ok, on a accepté le risque, c'est fini. Bah, après, vous prenez d'autres précautions, vous prenez des assurances. Et ça fait partie des 4 choses qu'on a le droit de faire avec un risque. Hein. Si les gens l'oubliaient, on a le droit de l'accepter, on a le droit de le transférer, on a le droit de le réduire et de le clôturer. Accepter, ça reste toujours une piste valide.
Mais écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je remercie également le public qui nous a suivis. Vous avez beaucoup débattu, beaucoup discuté entre vous. Donc vraiment, encore une fois, merci pour les réponses que vous nous avez apportées. Donc ce soir, on était en partenariat avec Demina. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission Risque Intel Média. Merci beaucoup. Merci à tous.